Oui, et j'espère que dans l'enregistrement, le son ne sera pas coupé. Parce qu'apparemment, il y a un problème d'enregistrement, mais je pense que le son ne sera pas coupé. Donc, de toute façon, on va faire une récap comme chaque fois, comme chaque. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Donc, je reviens à mes articles. Donc, si l'employeur qui envisage de réduire la durée normale de travail, donc là, on est en train de discuter le cas de l'employeur qui envisage de réduire la durée normale de travail, c'est-à-dire un travail moins que les 44 heures par semaine. Il doit en aviser, comme on a dit, les délégués des salariés et le cas échéant, le représentant des syndicats de l'entreprise. Donc, en cas d'un désaccord, il doit obtenir une autorisation du gouverneur de la préfecture ou de la province conformément à la procédure qui est fixée par l'article 67 du même code. Donc, donc là où il y a un accord, il a une semaine au moins avant de procéder à la réduction et leur communiquer en même temps tous les renseignements sur les mesures qu'il envisage de prendre et les effets qui peuvent en résulter. L'employeur doit également consulter les délégués, encore une fois, soit les délégués, soit les représentants des syndicats, sur toute mesure susceptible d'empêcher la réduction de la durée normale de travail ou d'en diminuer les effets négatifs. Le comité d'entreprise se substitue aux délégués des salariés ou aux représentants des syndicats dans les entreprises employant plus de 50 personnes. Donc, le travail par roulement, par relais est interdit sauf dans les entreprises où cette organisation de travail est justifiée pour des raisons techniques. On entend par le travail par roulement, c'est quoi? C'est l'organisation du travail, c'est le travail de shift. Si vous avez déjà entendu parler quand vous avez des shifts, soit le shift du matin, le shift du soir. Donc, c'est une organisation du travail qui permet à un établissement de rester ouvert tous les jours de la semaine ou de rester ouvert tous les 24 heures, sans que chaque salarié qui s'y trouve occupe ne dépasse pas la limite maximale légale de la durée de travail. Par travail par relais, l'organisation de travail avec des équipes tournantes sur la base de la non-simultanéité des repos des salariés dans le cadre de la même journée. Donc, je pense que vous connaissez un peu le travail. Aujourd'hui, il y en a par exemple, le meilleur exemple de travail par shift, soit à l'usine, où on travaille par shift, un travail par roulement, soit les centres d'appel, où vous avez une équipe qui rentre, une équipe de salariés qui va accomplir 8 heures, là, c'est pour les centres d'appel, 8 heures par jour, elle part et il y a une autre équipe qui va venir pour continuer, et ainsi de suite. C'est un travail par roulement. Donc, en cas d'organisation de travail par équipe successive, la durée de travail de chaque équipe ne peut excéder 8 heures par jour. Cette durée doit être continue, sauf une interruption pour le repos qui ne peut être supérieure à 1 heure. En cas d'interruption flexible de travail dans un établissement ou partie d'établissement résultant des causes accidentelles ou de force majeure, par exemple un problème technique qui rend impossible le travail, la durée journalière de travail peut être prolongée à titre de récupération des heures de travail perdues, après consultation des délégués des salariés, si, et le cas échéant bien sûr, les représentants des syndicats. La récupération des heures de travail perdues ne peut être autorisée pendant plus de 30 jours par an. Il n'y a que 30 jours. La prolongation de la durée journalière de travail peut dépasser 1 heure. On ne peut pas exiger plus, on ne peut pas leur exiger qu'ils travaillent 2 ou 3 heures. Ça ne peut pas dépasser 1 heure. La durée journalière de travail ne peut pas dépasser 10 heures dans tous les cas. Ça, c'est la règle, ça, c'est la base légale. On ne peut pas avoir une journée de travail qui va dépasser 10 heures. Sauf qu'il y a des exceptions qui sont prévues par les articles que j'ai cités tout à l'heure, mais la base légale qu'on a, c'est qu'elle ne peut pas dépasser les 10 heures. Lorsque dans un établissement, donc les salariés effectuent un travail
essentiellement intermittents ou lorsque doivent être effectués des travaux préparatoires ou complémentaires indispensables à l'activité générale du dit établissement et qui ne peuvent pas exécuter dans la limite de la durée normale du travail, les salariés affectés aux dits travaux peuvent être employés au-delà de la dite durée de la limite journalière, maximum de 12 heures. Mais il faut le justifier, il faut donner ce genre de justification. Par exemple, quand on a des maintenances, l'exemple, quand il y a vous imaginez très très bien, si les salariés ils travaillent dans un secteur le secteur autoroute, on va donner l'exemple de l'autoroute, il y a eu un grand problème. Les techniciens qui vont être envoyés pour résoudre le problème, pour le bon déroulement de l'activité de cette société qui travaille, c'est les autoroutes. Donc, ça peut, ces salariés-là, des raisons vraiment exceptionnelles, parce qu'il y a un problème technique, peuvent rester par une journée qui va aller au maximum de 12 heures et dépasser les 10 heures. Ces dérogations à la durée normale de travail sont applicables exclusivement aux salariés âgés de plus de 18 ans en mission. Toutefois, d'autres exceptions peuvent être appliquées aux mineurs concernant préposés aux services médicaux, les salles d'allaitement, aux services créés en faveur des salariés de l'établissement et de leur famille, aux magasiniers, pointeurs, garçons de bureau, agents préposés de nettoyage des dépôts, agents similaires, etc. Ça, on a mis l'exception de l'âge de 16 ans. Donc, toute une entreprise, les travaux urgents doivent nécessairement être exécutés immédiatement pour prévenir des projets imminents, organiser des mesures de stockage ou des accidents survenus, soit sur le matériel, comme je viens de donner l'exemple de la société qui exploite les autoroutes, la société autoroute du Maroc, par exemple. Il y a un danger imminent s'ils n'interviennent pas. Réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise pour éviter le dépérissement de certaines matières où la durée normale de travail peut être prolongée pendant 1 jour, puis à raison de 2 heures durant les 3 jours suivants. Donc là, effectivement, ça peut être prolongé encore et encore. Mais dans le cadre de, comme je vous ai dit, lorsque prolonger 1 jour, puis à raison de 2 heures durant les 3 jours suivants. Donc, on va quand même l'atteindre. Les heures de effectuées conformément aux articles 190 et 192 sont rémunérées sur la base de salaire à faire à la durée normale, sauf lorsque sont destinées à permettre aux salariés de bénéficier d'un repos compensatoire ou lorsque elles sont destinées à permettre aux salariés de prendre un repas si la durée de repas est comprise dans le temps de travail. Elles correspondent en raison du caractère intermittent du travail à des heures de présence, à des heures de travail flexibles, ce dernier étant entrecoupé de leur repos, notamment le travail de concierge dans le bâtiment, destiné au logement, les surveillants, les gardiens, préposés au service d'incendie ou à la distribution d'essence, ou les préposés aux services médicaux de l'entreprise. Donc, ils sont là. On ne va pas juger par rapport au long repos parce que effectivement, on peut avoir besoin d'eux à n'importe quel moment, mais comme je viens de vous dire, ils sont là, mais ils ne peuvent pas être actifs tout le temps pour accomplir leur mission. Alors, excusez-moi, est-ce que vous avez des questions jusque-là? Pas de questions? Ça va pour l'instant, tout va bien? Ok. Oui, madame, c'est bien clair. Ok, donc j'arrive tout de suite. Alors, donc les modalités de l'application
de tous les articles, de l'article 187 et 192, ainsi que l'article 196 qui est ci-dessous. En ce qui concerne les surcroîts exceptionnels du travail, sont déterminés par profession, par industrie, par commerce ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble du territoire national ou pour une province déterminée, et sont fixés par l'autorité gouvernementale chargée du travail, après avis des organisations professionnelles, bien sûr, des employeurs, et l'avis des salariés par le biais des organisations syndicales et leurs représentatifs. Et ça c'est juste une question de bon sens, parce qu'on imagine très très bien que chaque industrie, elle ne peut avoir un fonctionnement qui lui est propre. Donc ça concerne, juste une seconde, voilà, hop. Voilà. Et enfin, le gouverneur de la préfecture ou de la province peut il peut intervenir, autoriser pour toutes les entreprises ou tous les établissements, ou pour des parties de ces entreprises et établissements exerçant une même profession ou métier, ou des professions ou métiers connexes, l'application d'un horaire uniforme pour l'ouverture et la fermeture de leurs portes au public, ou un roulement entre les différentes entreprises et établissements pour l'ouverture et la fermeture, lorsque les 3/4 au moins des salariés et employeurs de la même profession ou de métier ou des professions ou métiers connexes dans une préfecture ou province, un cercle, une commune, un arrondissement, un quartier déterminé, le demande. Donc ça peut être vraiment décentralisé, et le code, il nous le permet. Donc soit on va parler d'un gouverneur de préfecture ou d'une province qui peuvent autoriser effectivement à ces entreprises-là qui exercent une même profession l'application d'un horaire uniforme pour l'ouverture et la fermeture. Et cette autorisation, soit ça va être le gouverneur, soit ça va être faire de manière très décentralisée par rapport à une commune, par rapport à un arrondissement, par rapport à un quartier déterminé. Il faut juste que les personnes de cette même profession se mettent d'accord sur cette modalité. S'il y a un accord dans une profession, le code de travail n'a aucun problème vis-à-vis de cela. Il permet ce type et ce genre de liberté. Donc, ça c'est concernant les horaires de travail. Alors, pour ce qui concerne... Attendez juste une seconde, s'il vous plaît. J'ai un petit problème avec mon ordinateur. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors... Donc ça, c'est le régime des horaires. Puis, la deuxième chose, on a le repos hebdomadaire. Pour ce qui concerne le repos, il est soit hebdomadaire, soit c'est un repos de jour férié. Ah oui, vraiment, j'ai un souci technique. Excusez-moi. J'arrive pas à accéder à mon cours. Il part, je ne sais pas pour quelle raison. Vous n'avez pas de questions par rapport à ce que je viens de dire? J'imagine que vous m'avez dit non. Alors, pour les repos, il faut savoir qu'il y a les repos hebdomadaires. Chaque salarié a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures. Attendez juste une seconde, c'est vraiment... J'ai un problème. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. En fait, mon cours, il est en train de partir et il revient. Ok. Donc,
Je reviens. Pour le repos hebdomadaire, donc c'est une réglementation qui est assez vieille. Concernant le repos hebdomadaire, elle date de 2 juillet 1947. Il n'y a pas de changement vis-à-vis de cela. Donc, comme je vous ai dit, chaque salarié, il a une durée minimale de 24 heures consécutives calculées de minuit, sauf le cas des usines, services continus. Le repos hebdomadaire, il peut être accordé le vendredi, le samedi, le dimanche ou le jour du souk. Ça, c'est très important parce qu'il y a des villes où ce jour-là est considéré comme un jour important. C'est le jour euh, où on va pouvoir acheter ce qu'il faut pour les besoins du domicile, etc., etc. Donc, c'est les marchés hebdomadaires. Généralement, le repos hebdomadaire, il doit être accordé simultanément à tous les salariés d'un même établissement, mais un repos hebdomadaire par roulement peut être appliqué soit à la totalité des salariés ou uniquement à certains d'entre eux dans les établissements suivants. Les établissements dont l'activité nécessite une ouverture permanente au public et dont l'interruption nuirait au public, par exemple le supermarché, hein, où vous imaginez très très bien que là, il y aura un repos au roulement parce qu'il y a des gens qui vont travailler le week-end, d'autres qui obtiendront forcément leur repos pendant la semaine. Les établissements dans lesquels toute interruption de l'activité entraîne des pertes du fait de la nature périssable ou susceptible d'altération rapide des matières premières, des matières en élaboration ou des produits agricoles objets de leur activité. Chaque établissement ne remplissant pas l'une de ces critères et désire accorder à ses salariés un repos hebdomadaire par roulement, c'est-à-dire, encore une fois, un repos hebdomadaire, c'est-à-dire que les salariés leur repos hebdomadaire en même temps, mais ce sera par roulement. Chaque fois, ça sera une journée différente. Et on a dit les deux cas, mais il peut, et dans le cas où l'établissement il ne répond pas aux critères que je viens de dire, il a la possibilité, il peut introduire une demande auprès de l'autorité gouvernementale chargée du travail. La demande doit être accompagnée, bien sûr, de toutes les justifications permettant d'apprécier la nécessité de la dérogation, après avis des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés, les plus représentatives et dans les exigences économiques et concurrentielles de l'établissement. Et l'autorité gouvernementale, encore une fois, comme vous voyez, elle intervient encore une fois, chargée du travail, elle peut soit refuser, soit accorder l'autorisation à l'établissement demandeur. Mais lorsque les dérogations ont pour effet un recrutement de salariés en nombre suffisant permettant d'assurer l'application de la nouvelle organisation du travail dans l'établissement, celle-ci est bien sûr accordée. Donc, la dérogation au repos hebdomadaire, le repos, il est suspendu pour certaines raisons. Et parmi elles, donc la première, c'est la nature de l'activité de l'établissement ou des produits mis en œuvre, certains cas urgents, le surcroît du travail. Donc, soit on a la nature de l'activité ou de l'établissement ou des produits mis en œuvre qui interdisent qu'un repos va être suspendu, soit il y a certains cas urgents où on va contacter le salarié pendant le jour de son repos pour lui demander de venir parce qu'il y a urgence, soit il y a un surcroît exceptionnel de travail, comme on le voit parfois dans certaines entreprises, on le voit dans le mois de décembre, où il y a un surcroît parce que l'entreprise, vers le mois de décembre, si on est face à le service comptable, ils vont travailler parce qu'ils doivent faire le bilan de toute l'année. Donc, on imagine très, très bien qu'il y a un surcroît exceptionnel de travail où on va amener ces personnes-là, ces salariés-là, on va les amener à suspendre leur repos hebdomadaire. Face à l'une de ces situations, l'employeur qui envisage donc de suspendre ce repos, c'est le droit de ce repos hebdomadaire, il doit, premièrement, fixer la date du début de l'application du régime de suspension de repos hebdomadaire. Puis, il doit déterminer la durée qui peut éventuellement durer cette suspension. C'est-à-dire, on va dire aux salariés, on aura besoin de toi pendant ces 3 semaines. Donc, c'est les 3 samedis, dimanches ou les 3 week-ends où vous avez le repos, n'y comptez plus, vous allez travailler. Et donc,
Éventuellement, ça va être les 3 semaines. Ça peut être plus, ça peut être moins. Mais éventuellement, il faut que notre employeur désigne combien de temps il va pour surmonter le surcoût exceptionnel du travail, par exemple. Donc, indiquer les catégories des salariés auxquels sera appliqué ce régime en tenant compte de la situation des mineurs et des moins de 18 ans, des femmes de moins de 20 ans et des salariés handicapés. Informer l'agent chargé de l'inspection du travail de régime précité. Notre agent chargé de l'inspection de travail, notre inspecteur de travail, il doit être au courant que effectivement certains salariés, on va leur suspendre leur repos hebdomadaire. La suspension du repos hebdomadaire ne peut être appliquée, au moins, comme je vous ai dit, aux mineurs, aux de moins de 20 ans et aux salariés handicapés. Le repos réduit. Le repos hebdomadaire peut être réduit à une demi-journée, donc pas suspendu mais réduit, en cas de travaux de nettoyage, d'entretien et de maintenance devant être réalisés nécessairement le jour de repos collectif et indispensable pour éviter un retard dans la reprise normale. Donc ça, c'est le repos réduit. Concernant le repos, il y a les jours fériés qui sont payés. Les jours fériés payés sont en janvier, on a le 1er mai, le 30 juillet, le 14 août, le 20 août, etc. Donc, je vous laisse savoir quels sont les jours fériés. Donc, un simple clic sur Internet, vous pouvez connaître les jours fériés c'est les fêtes nationales. Et il y a les jours fériés pour les fêtes religieuses, ils sont très connus. Premier Muharram, fête de Miloud, la fête après Ramadan, la fête du Fitr, et la fête du Mouton, la fête de l'Adha. L'emploi des salaires pendant les jours des fêtes payés, donc c'est des jours fériés payés, et les jours fériés est formellement interdit et expose l'employeur à une amende allant de 300 à 500 dirhams, qui va être, normalement, la réforme va amener à augmenter cette somme, et verser à ses salariés du salaire afférent à cette journée, une indemnité égale à 100% du salaire de cette journée. Donc, la personne qui va travailler un jour férié, elle doit recevoir une indemnité de 100% concernant son travail le jour férié. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, vous allez me dire, madame, il y a des gens qui travaillent le jour férié. Et ils n'ont aucun problème à travailler le jour férié. Parce que justement, ils savent que l'employeur, il est dans l'obligation de payer ce jour férié avec une indemnité de 100%. Pour la récupération des heures de travail perdues en raison des jours fériés, elle peut être effectuée le jour de repos hebdomadaire à usage de l'établissement dans le courant des 30 jours qui suivent le 10 jours fériés, après consultation bien sûr par l'employeur, toujours des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants des syndicats dans l'entreprise. Toutefois, le travail peut ne pas être interrompu quand les établissements dont le fonctionnement est nécessairement continu en raison de leur activité. Et même dans ce cas-là, ils vont travailler avec l'indemnité de 100%, hein, juste pour qu'on soit clair. Les établissements qui ont adopté le repos hebdomadaire par roulement, les établissements de vente au détail des produits alimentaires dans les cafés, les restaurants, les hôtels, les établissements de spectacle, les établissements où sont mises en œuvre des matières susceptibles d'altération rapide. Il faut noter que pour les salariés qui travaillent les jours de fête et les jours fériés dans les établissements qui ont adopté le repos hebdomadaire par roulement ou dont le fonctionnement est nécessaire, continuent en raison de leur activité et ils ont le droit, outre au salaire correspondant au travail effectué sur une indemnité supplémentaire également de ce salaire, ou bien à un repos compensateur payé. Et si une convention bien sûr collective ou un règlement antérieur, et si en vertu de cela des usages ou pour des jours locaux ou des événements locaux de jours de repos sont prévus pour les salariés, les heures de récupération rémunérées peuvent être ainsi programmées dans la même condition que dans le paragraphe précédent. Est-ce que vous avez des questions concernant le repos des jours fériés et tout ce qui concerne le repos hebdomadaire?
C'est bon? Pas de questions? C'est clair? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok, parfait. Donc, on a notre, donc on a on a notre durée de travail. Après la durée de travail, ok, on a reçu notre repos pour certains 24 heures ou d'autres de repos hebdomadaire. On a compris comment ça se passe quand il y a un système de roulement et on a compris comment ça se passe dans les cas où il y a des jours fériés et l'exception du fait qu'il y a des personnes qui peuvent travailler dans les jours sont ces exceptions et comment ils reçoivent leurs indemnités ou des heures de repos. La majorité des cas, c'est des indemnités. Pour ce qui concerne les congés annuels payés. Donc, tout travailleur, il a droit à un congé annuel d'une durée suffisante pour lui permettre de se reposer des fatigues, des soucis de son travail, aussi pour qu'il puisse revenir et qu'il soit efficace dans le travail. Il faut savoir que les congés payés, c'était une grande bataille. C'est le droit français c'est les salariés français qui sont bataillés pour le congé payé, ils sont bataillés pour ce qu'on appelle les vacances. Et cette bataille, en fin de compte, ils l'ont gagnée, pas parce que, juste parce que les employeurs, ils avaient un peu d'humanité, mais parce qu'un salarié qui a un congé qui se repose est un salarié qui est efficace, que quand il revient au travail, il va être plus productif et plus efficace. Parce que les congés, ils ont créé d'autres métiers, ils ont créé d'autres opportunités économiques. Donc, l'histoire du congé payé et l'histoire des vacances, je vous conseille d'ailleurs de voir, il y a énormément de documentaires de Arte, vous pouvez trouver sur, sur YouTube, qui parlent justement de comment les salariés, ils ont réussi à un moment donné de convaincre leur employeur de se dire oui, on va avoir un congé et que ce congé va être payé annuel et que vous allez nous payer, parce que vous imaginez, c'est ça le congé payé, c'est qu'à un moment donné, des salariés, ils ont demandé à leur employeur de leur payer leur repos. Donc, pendant une période, c'était inconcevable. On ne pouvait pas concevoir qu'un employeur, qu'un patron peut accepter de payer le repos de ses salariés. Mais ils ont réussi à le faire et les employeurs, bien sûr, trouvent énormément d'intérêt à ce qu'ils payent les congés à leurs employés, à leurs salariés, parce que les sociétés qui ont permis cela, et elles ont gagné en activité, elles ont gagné en productivité, et bien sûr, les autres patrons, ils ont suivi quand ils ont vu les résultats que ça donnait quand on donnait un congé payé à son salarié. Donc, le droit, donc pour quand vous avez, donc comme je vous ai dit, le congé, il va permettre aux salariés de se reposer de fatigue. Il est interdit d'occuper un travailleur durant son congé. Donc, il est interdit qu'un travailleur il parte en congé, qu'on va l'occuper, qu'on va ramener quelqu'un qui va faire sa mission à sa place. Droit à un congé, tout travailleur qui dans l'année grégorienne justifie d'au moins 6 mois de service continu et effectif. Le droit au congé payé est calculé sur la base d'un jour et demi ouvrable par mois de service pour les travailleurs âgés de plus de 18 ans. Et pour les travailleurs qui ont moins de 18 ans, ce sont 2 jours de travail effectif par mois de service. Dans ce cas-là, c'est 2 jours. Donc, pour de service pour les salariés de moins de 18 ans. La durée du congé annuel payé, donc, elle a augmenté en raison d'un jour et demi de travail effectif par période entière, continue. Puisse porter la durée totale du congé à plus de 30 jours de travail effectif. Lorsque le contrat de travail qui a duré indéterminée, donc on est face à un CDD, le salarié doit avoir bénéficié de la totalité de son congé annuel payé avant la date d'expiration du contrat. La durée des services ouvrant droit au congé supplémentaire, dont c'était défini par l'article 232, est appréciée soit à la date de départ au congé annuel payé,
soit à la date d'expiration du contrat lorsque celui-ci ouvre droit à l'attribution d'une indemnité compensatrice du congé annuel payé, et la durée du congé annuel payé est augmentée d'autant de jours qu'il y a de jours de fête payés et de jours fériés pendant la période du congé annuel payé. Les interruptions de travail dues à la maladie ne sont pas comptées dans les congés annuels payés. En d'autres termes, si mon congé il tombe, si pendant mon congé il y a un jour férié, on va enlever ce jour férié, on va le compter après, plus tard. Au lieu de rentrer le 5, je vais rentrer le 6 parce que un jour férié ne peut pas être férié et congé en même temps. Soit il est férié, soit c'est un jour de congé. Donc, ça ne s'accumule pas. Chaque jour se vit à part. D'accord? Donc, on entend par jour de travail effectif les jours autres que les jours de repos hebdomadaires, les jours de fête payés et les jours fériés chômés dans l'établissement. La durée de service continu dont on a parlé dans l'article 231 parle de la période pendant laquelle le salarié est lié à son employeur par un contrat de travail, même s'il est suspendu conformément à tout ce qu'on a vu de la suspension, tout ce qu'on a vu sur la suspension de contrat de travail pour accident de travail, pour maladie, pour l'état, par exemple, d'un congé de maternité, etc., etc. Pour la détermination de la durée du congé annuel, les dispositifs suivants doivent être observés. Un mois de travail correspond à 26 jours de travail effectif et chaque période de travail continue ou discontinue de 191 heures dans les activités non agricoles et de 108 heures dans les activités agricoles correspondant à un mois de travail. Pour le calcul de la durée de congé annuel, ils sont considérés comme période de travail effectif et ne sauraient être déduits du congé annuel. Le congé peut être, comme je vous ai dit, fractionné en deux ou plusieurs périodes par accord mutuel entre employeurs et salariés. Il faut que l'une des périodes soit d'au moins, comme on a égal, de 6 jours, ouvrables, compris entre 2 jours de repos hebdomadaires. Le congé peut par accord mutuel entre l'employeur et le salarié être groupé jusqu'à concurrence de 3 années consécutives. Et le congé annuel sans payer, le principe général est le suivant: le travailleur doit, pour son congé, percevoir une indemnité équivalente à ce qu'il gagne et s'il est resté en poste au travail. L'intérêt, donc le jour de repos, comme on a dit, il faut surtout ne pas confondre la durée de congé annuel payé au délai de préavis. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, si un travailleur quitte son emploi après avoir donné son préavis, s'il n'a pas bénéficié du congé, cette indemnité est calculée sur les mêmes bases de l'indemnité de congé annuel. Dans ce cas, tout mois de travail commencé compte pour le calcul de l'indemnité à condition que l'intéressé ait plus, bien sûr, de 6 mois de service. Ça, on l'a vu quand on a traité du préavis. Le travailleur au service discontinu, c'est-à-dire qui effectue des services irréguliers, temporaires ou un travail de remplacement, est justifiant d'au moins un mois de service effectif, n'ont pas droit à un congé, mais reçoivent à l'expiration de ces services qu'ils soient renvoyés ou partent de leur plein gré, à condition cependant qu'ils n'aient pas commis de faute grave. Bien sûr, s'ils ont commis de fautes graves, bien sûr, dans ce cas-là, on ne peut pas parler de congé, et on ne peut pas parler d'indemnité sur le congé, on peut parler de rien du tout, parce que de toute façon, on parle de faute grave, c'est un licenciement qui ne donne naissance à aucune indemnité. Est-ce que pour l'instant c'est clair? Je sais que cette partie, elle est très technique. Je sais que cette partie, elle est très... il n'y a pas, c'est vraiment une partie qui représente beaucoup, beaucoup de technicité. C'est des informations qui ne demandent pas beaucoup de réflexion, tout simplement parce que c'est des procédures. Voilà, c'est des comptes, on fait des comptes vis-à-vis. Voilà, vous avez droit à ça, à ça, à ça. Les horaires de travail, c'est 44 heures. Ça ne peut pas dépasser 10 heures.
J'imagine bien que cette partie du cours, elle est très technique, elle est très froide comme partie du cours, contrairement aux syndicats, à la grève qu'on va voir plus tard, et quand on va rentrer dans les relations collectives. Et contrairement au licenciement, où vous vous posez énormément de questions, etc., où ça, même, il y a un côté qui est moins froid. Et que cette partie-là, je vous l'accorde, c'est une partie qui est assez froide du cours. Mais quand même, j'aimerais vous poser la question, est-ce que tout est bon pour vous? Est-ce que je peux passer à la rémunération? Tout est bon, c'est bien clair. En même temps, j'imagine que il n'y a pas énorme, c'est pas très compliqué, hein. Pour la rémunération, pardon, comment on va, le salaire. Alors, la rémunération ou le salaire apparaît à la fois comme la contrepartie du travail et de la disponibilité du salarié. Si on travaille, c'est pour avoir un salaire. C'est ça la contrepartie de cette subordination qu'on donne à notre employeur. C'est une créance alimentaire en tant que revenu essentiel et même unique de la grande majorité de travailleurs. C'est le moyen de subsistance pour eux et pour leur famille. Et tout ce qu'il a pour effectivement protéger le salarié, c'est le protéger pour qu'il puisse effectivement avoir droit à ce salaire, à cette contrepartie qui est la rémunération. Donc, c'est quoi la notion de salaire? Au Maroc, le régime des salaires est déterminé par 3 dahirs essentiels qui sont assez vieux. C'est les premiers qui vont nous parler de salaire. Le plus vieux, c'est celui de 18 juin 36. Et puis, on a celui du 31 octobre 59. Après, on a celui de 30 août 75. Et bien sûr, il y a eu les réformes après. Mais le salaire, la définition du salaire reste la même. Le salaire de base, toute rémunération se compose essentiellement de 2 éléments. On a le salaire de base, le salaire proprement dit, et les accessoires du salaire. Vous allez toujours trouver, il y a le salaire brut, celui que net, brut, etc. Et on a les accessoires qui entourent notre salaire. Donc, les formes de salaire. Les salaires se présentent sous plusieurs formes. Le salaire au temps, à l'heure, à la journée, le salaire aux pièces ou au rendement. Donc, le salaire, comme son nom indique, c'est le salaire qui est le plus, auquel on aura plus à faire. C'est celui qui est perçu par un salarié sans qu'il soit référence à une production qualitative déterminée. Donc, on ne prend pas en considération ici la qualité, mais on va prendre en considération le temps. C'est le système le plus répandu et présente l'avantage de sécurité pour le travailleur. Son inconvénient, c'est qu'il n'incite pas à améliorer le rendement. Ici, on va, parce que la qualité n'est pas prise en considération. Il se présente selon 2 modalités. En fonction de la nature du travail et du rang occupé par le travailleur dans la hiérarchie professionnelle, il peut y avoir salaire horaire ou mensuel. La mensualisation n'est réservée qu'aux cadres, aux agents de maîtrise et aux employés. Elle présente l'avantage sécurisant et sécuritaire dans la mesure où des journées dans lesquelles le travail n'est pas effectué seront dans tous les cas payées, quand vous êtes payé mensuellement, contrairement à si vous êtes payé un salaire horaire et non mensuel. Donc, pour le salaire aux pièces ou au rendement, c'est la formule qui est très très simple, le salaire pour une pièce multiplié par le nombre des pièces. Donc, ça, c'est tel qu'on l'imagine quand on parlait de rémunération ou de salaire. Le salaire est exactement proportionnel au rendement, mais les salariés peuvent être amenés à travailler trop vite ou en surmenage pour gagner davantage. Là aussi, il y a un inconvénient, d'où le sentiment de jalousie d'où le sentiment de problème, ça peut créer pas mal de soucis. De plus, ce mode de calcul n'est pas applicable à toutes les activités. Il est sévèrement critiqué par les organisations syndicales dès lors qu'il fait naître une concurrence entre les travailleurs. Celui qui travaille plus gagnera plus, comme dit Sarkozy, l'ancien président français. Alors que il y aura un rendement, mais le salarié sera perdant quelque part à ce niveau-là.
Et ce type de rémunération, ça me fait toujours penser à la ubérisation aujourd'hui. Sauf qu'on n'est pas face à des salariés. On est face à des auto-entrepreneurs. Autant que vous allez prendre de courses, autant que vous allez gagner de l'argent. Donc, ça dépend de combien de courses vous allez prendre. Et par conséquent, et on le voit aujourd'hui, que c'est encore une fois une formule une forme de salaire met en péril la santé de notre salarié, contrairement au salaire à l'horaire. Puis, on a un autre genre de salaire, c'est le salaire au pourcentage, pratiqué surtout dans les professions commerciales, le commercial qui est en balance entre le salarié et non-salarié. Les employés touchent un salaire fixe mensuel, plus un pourcentage sur les affaires qu'ils traitent. Les représentants du commerce, les VRP, perçoivent une rémunération en fonction de la clientèle développée ou créée, mais ils ont un salaire fixe qui vient tous les mois. Après, vous avez le salaire au pourboire. Il est particulier à certaines professions. Donc, quand on parle pourboire, on parle de garçons de café, placeurs de cinéma, même si ça n'existe plus aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on parle de livreur. Par exemple, le livreur, il a un salaire plus le pourboire. Les pourboires ne sont pas versés par l'employeur, mais par le client. Il s'ajoute en tant que complément de salaire de base. Il constitue parfois une obligation imposée par les usages pour le pouvoir au café ou au restaurant. Il y a certains pays où vous allez être amené à donner un pouvoir en pourcentage. Dans la majorité des cas, c'est 10% de ce que vous avez consommé. Et c'est écrit dans la facture. Dans d'autres pays, c'est juste par simple usage, comme pour le Maroc. Personne ne vous oblige à donner un pourboire. Il n'y a pas un code, il n'y a pas un règlement. Vous n'avez pas signé de contrat où vous, autant que consommateur ou autant que client dans un restaurant, que vous êtes dans l'obligation de donner un pourboire. Mais les usages font que vous vous trouvez obligé quand même de donner un pourboire. Dans le cas où vous ne le donnez pas, vous êtes mal vu. Et aussi, aujourd'hui, on va plus loin. On parle même de pourcentage. Là, l'usage, par exemple, à Casablanca, l'usage fait qu'on donne 10% du pourboire de ce qu'on a consommé. Et bien sûr, ça dépend, puisque ce n'est pas un écrit, ce n'est ni réglementé et que ça dépend des usages, donc ça dépend de chacun. Donc, ça, c'est pour le salaire au pourboire. Puis, il y a les majorations. Donc, les majorations au salaire proprement dit s'ajoutent parfois certaines majorations, donc les heures supplémentaires. Quand vous dépassez les 44 heures légales et vous effectuez des heures supplémentaires, le travail de nuit, le travail du dimanche, des primes d'ancienneté, d'assiduité, travaux salissants, la prime de pénibilité, tout ça rentre dans les majorations. Donc, tout ça, ça rentre avec le salaire, ça fait partie des accessoires qui viennent avec le salaire. Pour ce qui concerne le montant de salaire, vous savez qu'on a le SMIC. Je veux juste être sûr de pas... Le SMIC Maroc en 2020 par mois, il est de 8 dirhams, il est passé effectivement à 8 dirhams 89 en juillet 2020, donc par heure. Il y a eu donc cette hausse de salaire minimum qui a été qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2020. Et donc ce SMIC a été introduit la première fois au Maroc par le décret de 1936. Donc déjà en 1936, on a commencé à parler de SMIC en vue d'assurer aux travailleurs un minimum vital. Et donc, il lui a donné cette valeur minimum. Et chaque année, bien sûr, parce que, bien évidemment, le SMIC de 35, ce n'est pas le SMIC d'aujourd'hui. Chaque année, on va, quelques années, chaque période, vis-à-vis par rapport au développement économique d'un pays, etc., il y aura une augmentation du SMIC. Et il est considéré comme étant la valeur, donc par contre, qu'on puisse le définir, il est considéré comme étant la valeur minimale due au travail afin d'assurer à ceux qui ont un revenu faible un pouvoir d'achat leur permettant de suivre l'évolution des niveaux des prix et la contribution
dans le développement économique et social et l'évolution de l'entreprise. Il constitue un seuil au-dessous duquel aucun salarié ne peut être payé en dépit de toute convention contraire, introduit, comme je vous ai dit, au Maroc par le en vue d'assurer aux travailleurs un minimum vital. Il s'applique aux activités agricoles et non agricoles. Donc, le SMIC, il s'applique à peu près partout. Pour ce qui est du paiement du salaire, le salaire est payé en monnaie marocaine, en dirham, malgré toute clause contraire. Davantage en nature octroyée dans les professions ou dans des entreprises qui recourent du fait d'un usage. Donc, le code ici, il est resté ouvert. On est payé en dirham et bien sûr, on peut avoir des avantages selon l'usage de la profession qu'on exerce. Les modalités du paiement, il y a le jour et le lieu de paiement, quand le salaire doit être payé. Donc, le salaire, il doit être payé au moins 2 fois par mois et à 16 jours d'intervalle pour les ouvriers et 1 fois par mois pour les employés. Pour les PRP dans l'industrie et le commerce, au moins 1 fois tous les 3 mois. Donc, 1 fois tous les 3 mois, ils ont avec le salaire de commission. Le salarié payé à l'heure au jour doit avoir son salaire dans les 24 heures s'il est licencié et dans les 72 heures si dans son gré il a quitté son employeur. De même, il est interdit de payer le salaire le jour de repos. Toutefois, il peut être délivré à ce jour par les travailleurs de bâtiment, les travailleurs qui exercent dans les travaux publics lorsque ce temps coïncide avec leur jour de marché. Donc, effectivement, dans ce cas-là, si le jour de marché, c'est le jeudi, ils peuvent être payés le jeudi. Mais le paiement ne se passe jamais, bien sûr, le dimanche. Dans ce cas, les intéressés recouvreront le dû avant 9 h du matin. Donc, ça, c'est le salaire où il doit être payé. La loi n'impose pas un lieu déterminé par le paiement du salaire. L'employeur, il peut fixer librement les lieux, mais sans qu'il puisse causer pour cela le préjudice, bien sûr, au travailleur. Néanmoins, à cette liberté, la loi apporte une restriction. C'est ainsi que le paiement ne peut en principe avoir lieu dans les débits de boissons, des magasins de vente, sauf pour le personnel de ces établissements. Je ne peux pas payer mon salarié, par exemple, dans un café ou un restaurant parce que je vais quand même l'obliger à me payer le restaurant plus tard. Donc, la loi, elle a interdit ce genre d'actes. Par contre, aujourd'hui, quand on parle de moins en moins de lieux de paiement parce que la majorité des salaires, quand on parle d'ouvriers, de salariés, d'employés et de cadres, surtout dans l'employé et du cadre, le plus important aujourd'hui, c'est l'heure et le jour de paiement de salaire. Chaque société, elle se met en accord avec les salariés, soit parce qu'il y a une convention collective, soit par règlement intérieur qui prévoit effectivement le jour de paiement. Mais on n'a plus la problématique du lieu, parce que la majorité aujourd'hui, et dans le futur, ça ne sera que le cas, les paiements, ils se passent par virement bancaire. D'où l'importance, d'où le droit à avoir un compte bancaire. Ça, c'est aujourd'hui, toute personne qui va être salariée a le droit d'ouvrir un compte bancaire pour qu'elle puisse percevoir son salaire. C'est devenu une obligation. Et avec l'évolution rapide du système bancaire et de l'évolution rapide de nombre des bancarisés au Maroc, de plus en plus, d'ailleurs, c'est ça ce qui a fait qu'il y a de plus en plus de bancarisés, de personnes bancarisées au Maroc et que le système bancaire se porte assez bien, justement parce qu'on a attaché le salaire à virement bancaire. Aujourd'hui, les deux sont les deux sont très très liés. Aujourd'hui, dans n'importe quel métier, sauf dans le domaine agricole, où, comme on a dit, la majorité c'est en quinzaine, on appelle ça la quinza, ou en semaine, mais la majorité dans le domaine agricole, dans la quinza, et ça reste quand même un domaine, comme on a vu, qui est soumis à d'autres règles. Effectivement, le salarié agricole n'est pas encore dans l'obligation d'avoir un compte bancaire et il reçoit son salaire dans son lieu de travail. Mais
Pour tous les autres métiers, pour la majorité des autres métiers, à part dans le domaine agricole, dans les autres domaines, aujourd'hui, on ne parle plus de lieu de, de la remise du salaire. Le lieu de la remise de salaire, c'est vrai dans la loi, il va toujours exister, mais réellement dans la pratique, il va petit à petit, d'ailleurs, il est en train de mourir. Parce qu'aujourd'hui, tous les salaires, la majorité des salaires sont virés, sont faits par virement bancaire de l'employeur au salarié. Et c'est pour cette raison, Banque El Maghrib, elle a permis à toute personne, justement pour la raison d'obtenir un salaire, ou permis à toute personne le droit à un compte. Et c'est comme ouvrir un compte avec un minima de service, comme dans les comptes des banques postales, qui ont la possibilité qui donnent la possibilité aux ouvriers d'ouvrir des petits comptes où ils peuvent recevoir juste leur salaire, même s'il s'agit du SMIC, et que ce salaire-là, ils peuvent le sortir, et ils peuvent accéder au service bancaire, même minimum, celui de la banque postale ou n'importe quelle banque à service minimum, mais au moins avoir le droit au compte pour pouvoir percevoir son salaire. Donc, je voulais rajouter ce point qui est très important parce que le droit, dans le code, on nous parle de lieu de salaire, mais effectivement, le lieu de salaire, il est amené petit à petit à disparaître. Est-ce que vous avez des questions concernant le salaire, ses accessoires, comment il est perçu et de quelle manière il est perçu? Ou est-ce que c'est bon, c'est clair et il n'y a aucun souci à ce niveau-là? C'est bon, c'est clair? Donc pour Razi, c'est clair. Ok. Par rapport à la prescription, lorsque le salaire n'est pas régulièrement payé, une action en réclamation du salaire peut être envisagée. Dans le cas où on est face à un employeur non payeur du salaire, donc automatiquement, on doit faire une réclamation. Elle est subordonnée à l'employeur du droit au paiement et à son exercice avant l'expiration du délai de la prescription. À la première condition, il faut rappeler que le salaire n'a droit que le salarié n'a droit au salaire que si il a réalisé le travail. Quant au délai de prescription, l'action en réclamation se prescrit par une année de 365 jours, l'article 388 du DOC. Ce délai commence à courir à partir du jour suivant la dernière journée de la période à laquelle correspond le salaire dû. Après, on a ce qu'on appelle les justifications de paiement. Et les justifications de paiement, aujourd'hui, elles deviennent de plus en plus facilitées que dans le passé, parce que comme je vous ai dit, avant, dans le passé, il y avait d'autres types de justifications de paiement. Il y avait par exemple ce qu'on appelait les bulletins de paye. Donc, ces bulletins de paye qui étaient obligatoires jusqu'à aujourd'hui, ils sont obligatoires, que l'employeur doit obligatoirement les délivrer. Il s'agit d'un document remis aux salariés lors de chaque versement périodique de salaire et ayant pour objet de le renseigner sur la manière dont a été calculée sa rémunération en vue de lui permettre une contestation éventuelle de ce calcul, dans le cas où il estime qu'on a mal calculé son salaire. Donc, il a ce document-là et qui lui explique clairement le montant exact de son salaire. Il doit obligatoirement contenir des indications qui seront déterminées par les autorités gouvernementales chargées de travail. Puis, il y a le livre de paye. Le livre de paye, il doit obligatoirement être tenu par tout employeur ou son représentant dans chaque entreprise ou établissement ou dans chaque chantier. À la demande de l'employeur, on peut passer outre à l'aide de la comptabilité mécanographique, l'informatique, etc. Aujourd'hui, tout est informatisé. Et sur la base de tout autre moyen de contrôle qui se situe à ce livre, il doit être conservé pendant 2 ans à compter de la date d'utilisation de ces données. Maintenant, on peut le conserver encore plus puisque tout est informatisé. Et le livre de paye ou ces derniers sont à la disposition des agents chargés d'inspection du travail. Ce qui nous intéresse ici, quand on parle des preuves, des justifications de paiement, c'est comme
Donc, comme on a la majorité des salariés qui sont payés par virement, le fait de recevoir un virement de votre employeur et que ça soit inscrit sur votre compte, puisqu'on sait d'où le virement arrive, ces virements-là sont considérés comme des justificatifs de paiement. Donc, quand par exemple, si vous pratiquez, autant que praticien de droit de travail et que vous avez une personne qui vous pose la question en disant, voilà, moi, je n'ai pas de contrat de travail, je n'ai absolument rien, à part les virements qui ont été faits tous les mois pour me rémunérer, les virements de salaire, ce qu'on appelle c'est des virements de salaire, sont une justificatif de paye et par conséquent prouvent la relation de travail qui existe entre ces deux personnes et que c'est pas n'importe quelle relation, c'est qu'on est face à un contrat de travail indéterminé, c'est qu'on est face à un CDI. Est-ce que ce que je viens de dire est clair vis-à-vis de la justification de paye? Parce que là, encore une fois, on voit très très bien comment le développement des relations entre le salarié et l'employeur, il dépasse largement le code de travail. Ils peuvent dépasser largement le code de travail. Et que, bien sûr, les tribunaux, ils prennent en considération ces paiements qui se font entre deux personnes et qui sont considérés comme une sorte de bulletin de paie. Sauf que les paiements, les virements, contrairement au bulletin de paie qui reste toujours obligatoire, il n'y a pas d'explication claire du salaire que vous avez reçu. Et c'est là l'avantage des bulletins de paie. Les bulletins de paie, ils vous expliquent clairement quelles sont pour quelles raisons vous avez tant et tant sur votre salaire. Est-ce que vous avez des questions? C'est l'inspection de travail qui demande le livre. Donc la question, je la lis, c'est l'inspecteur de travail ou le salarié qui demande à l'employeur le livre de paie. Non, c'est l'inspection de travail. L'employeur, il ne peut donner à son salarié que le bulletin de paiement. Mais en même temps, le bulletin de paie, pardon. Et en même temps qu'il permet de donner le bulletin de paie, il faut qu'il puisse avoir une certaine comptabilité. Cette comptabilité, ce qu'on appelle le livre de paie, permet à toute personne concernée, et surtout à l'inspection de travail, de voir effectivement est-ce que l'employeur paye, est-ce qu'il y a une correspondance entre les bulletins de paie et le livre de paie. Est-ce que effectivement il y a une correspondance, de savoir l'historique de ce livre de paie, de savoir l'employeur a payé quel salarié et combien, ainsi de suite. Avant, effectivement, il y a les 2 ans, mais aujourd'hui, comme c'est modernisé et comme c'est des fichiers informatisés, ça peut dépasser 2 ans. Mais effectivement, il y a 2 ans pour qu'on sache, pour demander l'information concernant ce livre de paie. C'est bon? Non. Encore une fois, la fiche de paie, ce n'est pas le bulletin de paie. Madame, est-ce que le bulletin de paie, c'est la fiche du paie? Attendez, le bulletin? Oui, le bulletin, oui, c'est la fiche de paie, oui. Excusez-moi, Alada, parce que j'ai cru que vous faites, que vous mélangez le livre et, oui, le bulletin de paie, c'est la fiche de paie. Effectivement, c'est la même chose. On l'appelle différemment, la fiche et le bulletin de paie, c'est la même chose. Alors, merci Neda, c'est moi qui a confondu ce que je viens de dire. Donc, un dernier chapitre, donc c'est la protection de la santé. Je crois qu'on va s'arrêter là. La semaine prochaine, on va voir tout ce qui concerne la protection sanitaire qui est offerte, tout ce qui est médecin de travail, etc., les soins en cas d'urgence, etc., vis-à-vis du salarié et comment ça se passe. C'est un chapitre qui est à part. On va essayer de le faire assez rapidement parce que je vous avoue que ce chapitre n'est pas si... il faut que vous qu'il soit, que vous rentre dans votre formation. Mais bon, pour qu'on arrive prochainement à un sujet qui est plus intéressant, aussi intéressant, relation individuelle, quand on parle de contrat de travail, quand on parle de licenciement, etc., c'est les relations collectives de travail. Ça, c'est un point.
Le deuxième point que je veux traiter, c'est que vous allez avoir des TD. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez votre oh là là, calendrier? Vous savez quand est-ce qu'on a TD, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez m'envoyer la date du TD là maintenant, s'il vous plaît? Parce que je sais que les TD, je vais les commencer la semaine prochaine, donc j'ai pas encore la date. Vous pouvez me l'envoyer. Et pour les TD, le premier TD, vendredi. À quelle heure vendredi? 15h30. Vendredi 15h30. Ok. Donc ça sera ce vendredi 15h30. Ok. Donc le premier TD qu'on va faire, c'est un TD de méthodologie. Donc on va apprendre à faire une dissertation et on va apprendre comment je vais faire les TD à distance, parce que c'est un peu compliqué de les faire à distance. Mais la méthodologie, elle est très très importante. Il faut que vous sachiez ce que c'est un cas pratique, parce que je peux vous donner un cas pratique à l'examen, et on aura pas mal d'exercices, des cas pratiques dans les TD. Et j'aimerais bien que vous les fassiez et que vous les envoyiez, pas via cette plateforme d'ailleurs. D'habitude, je les fais en plein cours, mais là, à distance, bah, j'espère que vous allez revenir à l'université assez rapidement, parce que là, c'est compliqué. Et donc, je vous donne rendez-vous vendredi à 15h30. Je pense que oui, je vais essayer de le faire à 15h30, vendredi 15h30, afin qu'on puisse 14h jusqu'à 17h. Non, non, ça va pas être 14h jusqu'à 17h. Attends, je vais voir, hein, je vais voir concernant... parce que vous êtes en plateforme, vous n'êtes pas en groupe. Oui, mais tous les groupes, ils ont accès à la même plateforme, ils ont accès. Je vais voir avec l'administration. Les 8 groupes, il y a des groupes parce qu'on ne peut pas tous vous faire entrer dans une classe. Mais puisque là, vous êtes en plateforme, donc il n'y a plus cette problématique de groupe. Je peux tous vous réunir dans la même, le même horaire, en fait, au lieu de vous partager en groupe. Déjà là, c'est un cours qui est magistral. J'ai que 12 personnes qui sont présentes. Les autres ne sont pas là alors que vous êtes une centaine de personnes. Donc, je vais voir avec l'administration. Je vous tiens au courant par rapport aux horaires. Et d'ailleurs, vous allez le voir la plateforme. Et comme je vous ai dit, la première séance, ça sera une séance de méthodologie. Et après, ça sera des exercices que je vais vous donner via la plateforme et que vous allez pouvoir me les rendre à travers aussi la plateforme. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Il est déjà 17h20. Ben voilà. Madame, est-ce qu'on aura aussi des PDF? Des PDF? Oui, oui, bien sûr, vous allez avoir le cours en PDF. Et bien sûr, Nada, je vais vous envoyer le cours, parce que vous allez avoir un cours en PDF. Et vous allez avoir un mini cours sorte de TD, pour les TD, pour la méthodologie. Comme ça, vous allez savoir. De toute façon, je vais le faire de cette semaine, de ce vendredi, pour la méthodologie. Ok. Vous avez accès aussi au cours. Est-ce que vous avez accès au cours au cours de Madame Mouhib? Vous avez accès au cours de Madame Mouhib? Parfait. Franchement, c'est très intéressant. On a deux manières très différentes de, voilà, deux manières très différentes. Et Madame Mouhib, elle donne un cours où c'est très en théorie, il est très très bien, théorique très 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 bien. Donc je vous conseille aussi d'écouter le cours de Madame Mou, qui est excellent. Et voilà, c'est tout ce que je dois vous informer aujourd'hui.
Et je vous remercie. Encore une fois, je m'excuse pour la semaine dernière. J'étais vraiment très malade. J'ai pas pu assurer le cours. Et la semaine d'avant, ben, il y a eu un problème une fois, il y a eu un problème technique et là, un problème de maladie physique. Merci beaucoup, Basma. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous donne rendez-vous bientôt, donc après-demain, normalement. Mais je vais vous tenir au courant pour qu'on soit sûr pour commencer bien les TD. Et je vous souhaite une agréable fin de journée. Au revoir.